Bonsoir à tous, et déjà merci d'être là. On a prévu un petit quart d'heure pour l'accueil parce qu'on savait qu'à 5h30 les gens sortent du bureau, donc voilà. On démarre en fait à l'heure, mais à l'heure ça dépend des cultures dans lesquelles on se trouve. Déjà remercier Monsieur Fabrice Notari du Conseil national, Madame Boisel de la Chambre patronale, Monsieur Boisel de la Chambre patronale, Monsieur Léa Smith du Conseil économique et social, et remercier le comité de pilotage de la charte sur le bois. C'est un remerciement fort et sincère de Madame Lelarge qui manipule la caméra sur ma droite, de l'IMED, l'Institut méditerranéen d'études et du développement durable, de Monsieur Viora qui se cache aussi au milieu, président de MC2D Monaco Développement Durable, et Madame Astrid voilà, Madame Astrid Claude Russin qui est de la direction de l'environnement. Et vraiment un grand merci à eux qui sont un soutien permanent pour ce projet, et c'est un vrai partenariat, je dirais, un quatuor, et qui permet à cette initiative d'avoir vu le jour il y a maintenant quasiment 9 ans, et de ne plus que jamais d'être présent et avide de développement et d'amélioration future. Et pour finir, un grand merci à tous en fait, et à nos signataires, parce que dans votre engagement, on parle de la charte sur le bois, on se dit que les produits bois, le mot charte sur le bois peut faire sourire quelque part, parce qu'on se dit que ça peut être une initiative microcosmique, mais déjà les produits bois sont omniprésents et on en consomme en quantité astronomique. Leur impact sur la déforestation est considérable. On va revenir très vite sur l'état de nos forêts, mais c'est réellement dans les actions que vous menez tous dans cette direction-là, et dans la protection justement de nos forêts et dans le meilleur usage et achat des produits bois. Ce sont réellement des actions non seulement qui ont un vrai pouvoir à elles seules, mais qui font effet domino et qui permettent à tout le monde de prendre conscience de l'importance de ce changement-là. Et donc réellement on est content de vous avoir parmi nous, on est content d'avoir des signataires de très longue date. On a de nombreux signataires qui ont beaucoup plus même que 5 ans depuis la création, et beaucoup de fidèles. Et aujourd'hui 58 signataires, qui est le plus grand total qu'on ait jamais eu, et d'assez loin. Donc voilà, c'était pour faire cette partie-là. Je vais pas parler plus que ça. Je me suis pas présenté, mais mon nom c'est Florestan Fillon, donc de la Fondation Prince Albert II, et donc en charge de l'initiative. J'aurais peut-être dû commencer par là. Et justement, en termes de présentation, je ne vais pas plus tarder que ça et laisser le plateau. On a voulu, donc, on veut vraiment que cet événement devienne une tradition. Donc on va essayer de maintenir ça de manière annuelle. Et on veut un événement qui permette la rencontre justement des entreprises engagées. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentialité dans l'échange. Mais aussi, on veut que ça soit informationnel. Et donc apporter justement certaines clés, certaines solutions, certaines informations sur ces thématiques-là. Et c'est pour ça que je vais introduire du The Forest Trust, Monsieur Fabien Girard, qui est donc le directeur de The Forest Trust France, et Monsieur Alexandre Demont, qui est responsable de Corporate Sustainability, en nom français, pour The Forest Trust World. Voilà, je vous laisse. Merci. Bonsoir. Désolé, je vais parler avec... j'ai une petite extinction de voix, mais je vais essayer de parler bien. Et de toute façon, on va se compléter. Préservation des forêts et l'engagement des entreprises. On va rapidement déterminer au travers de cette présentation ce que peuvent faire les entreprises pour justement préserver les forêts. On va commencer par la présentation rapide du TFT, un état des lieux des forêts, pourquoi protéger les forêts, les achats responsables au service des forêts et les outils qui peuvent permettre justement de protéger les forêts.
TFT, le Forest Trust, très rapidement, c'est une ONG, une organisation excusez-moi, à but non lucratif, créée il y a 20 ans par Scott Poynton, un forestier australien. On est 250 personnes dans le monde, 80% des effectifs sont sur le terrain, sur les sites de production, typiquement l'Indonésie, le Brésil, le Cameroun, etc. On a des équipes qui sont en Europe pour faire le lien avec les projets. On est à peu près présent sur 16 pays et on a pour but d'apporter de la transformation dans les chaînes d'approvisionnement, transformation des matières premières pour contribuer à la responsabilisation des produits. On travaille sur une quinzaine, vingtaine de matières premières maintenant. L'origine du TFT, ça a été le bois et le bois tropical, puisqu'au départ c'était Tropical Forest Trust. Et donc on reste très attaché à la forêt, même si on travaille maintenant sur des matières premières qui peuvent être assez éloignées. Comment est-ce qu'on conçoit finalement la chaîne d'approvisionnement? Les chaînes d'approvisionnement, on les conçoit comme un écosystème. Alors on aime bien au TFT prendre la symbolique de l'arbre, mais on a des chaînes d'approvisionnement qui sont comparables aux racines, qui sont cachées sous le sol, donc qui sont invisibles. Et puis on a la symbolique de l'arbre qui représente l'entreprise, des produits étant les fruits de l'arbre. Si on veut avoir une entreprise et des produits qui soient en bonne santé, pérennes, il faut absolument qu'on ait des chaînes d'approvisionnement qui soient des chaînes d'approvisionnement qui soient saines et qui soient durables. Ça, c'est toujours une question à se poser en tant qu'entreprise. C'est est-ce que mes chaînes d'approvisionnement, ce sont des chaînes d'approvisionnement qui vont durer dans le temps pour des questions environnementales, mais ne serait-ce que pour des questions de pérennité de l'entreprise. L'état des lieux des forêts, donc ça c'est la répartition des forêts dans le monde. Les forêts, c'est 4 milliards d'hectares, il y a à peu près 30% qui sont de la forêt primaire. Donc on voit là la répartition des forêts, qu'on peut classer en différents types de forêts. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une dizaine de pays qui représentent 60 à 70% de la totalité des forêts dans le monde. La Russie étant la première avec 800 millions d'hectares, le Brésil, on a 370 millions d'hectares, Canada, États-Unis et la République du Congo. Donc ça, c'est des pays qui sont extrêmement forestés, mais évidemment, il y a d'autres pays qui, par exemple, au niveau du bassin du Congo, la forêt s'étale sur plusieurs pays. Même chose pour l'Amazonie, c'est pas limité juste au Brésil. Oui, alors ça, c'est une répo qui date un petit peu de 2005. J'ai pas trouvé malheureusement de schéma plus actuel. Donc à cette époque-là, les forêts primaires, c'était 36% des forêts. Maintenant, il faut compter à peu près 30% des forêts primaires. Les forêts naturelles, alors naturelles modifiées ou semi-naturelles, ça représente maintenant 60% des forêts. Et puis après, on a les plantations, donc eucalyptus, acacia, qui représentent maintenant plutôt 7% de l'ensemble des forêts. Les différents types de forêts, bon, je ne vais pas trop vous assommer avec trop d'informations, mais on a la forêt boréale, donc, qui se situe évidemment au nord, en violet. En bordeaux, on a les forêts tempérées. Et puis après, en vert et en jaune, on a les forêts dites tropicales, tropicales humides et tropicales sèches. Et puis en marron, on a les forêts subtempérées ou méditerranéennes. Donc ce qui est intéressant, c'est chaque type de forêt fournit des bois différents. Donc au niveau tropical, on va avoir en Amérique du Sud de l'Ipé, des Kumaru, des Saranduba. Au niveau de l'Afrique, on aura de l'Ayouz, le Koumé, on aura des bois plus sur le plaquage, alors que l'Amérique du Sud, on sera peut-être plus sur du parquet. L'Asie, on a du teck, on a du merlot, du banquirail. Vous connaissez, j'imagine, aussi cette répartition. Et puis après, on a des bois de forêt tempérés, que vous connaissez, hein, donc, le chêne, le hêtre, etc. Et des bois de forêt boréale. La répartition des forêts, c'est à peu près 50% forêt tropicale, 25% forêt boréale et le reste, donc, des forêts tempérées ou subtempérées. Je passe. Ce qui est intéressant de voir, c'est finalement l'état des forêts et l'état de l'illégalité, en fait. On estime que 15 à 30% du bois dans le monde est d'origine illégale. Alors ça peut monter à 90% sur certaines zones. Un chiffre d'affaires qui est entre 30 et 100 milliards de dollars
sur des zones comme l'Amazonie, l'Afrique, hein, mais aussi la Russie. Particulièrement sur tout ce qui est la Sibérie, tout ce qui est limitrophe avec la Chine. Et ça alimente directement les organisations criminelles qui maintenant ont recours d'ailleurs à de nouvelles technologies pour blanchir le bois. Donc ça se fait assez fréquemment. Les documents de légalité, c'est pas toujours suffisant. Donc ça c'est une carte rapide sur l'illégalité du commerce du bois. Les flux en rouge, c'est la part du bois illégal dans l'exploitation totale. Donc ça c'est un petit peu le constat sur le bois finalement et sur les forêts. Donc la grosse question qui se pose derrière, c'est pourquoi protéger les forêts. Il faut savoir que l'exploitation du bois, l'industrie du bois n'est pas finalement le principal vecteur de déforestation. Le principal vecteur de déforestation, c'est l'agriculture, la conversion de la forêt en plantation de palmiers à huile, en plantation de soja, enfin en champs de soja, en plantation d'hébia pour le caoutchouc. Ça, c'est donc là, on parle de plantation industrielle. C'est aussi l'agriculture vivrière dans certains cas. Donc l'expansion démographique dans certaines régions fait qu'on a besoin de plus de terre et donc on défriche. Donc l'exploitation du bois, l'exploitation industrielle du bois, c'est pas forcément ça qui va déforester. Par contre, ça va dégrader la forêt et ça va conduire à la déforestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple l'ouverture de routes justement dans certains massifs, ça va permettre à des petits planteurs d'huile de palme de rentrer plus profondément dans la forêt, de déforester et donc de commencer à planter de l'huile de palme sur cette forêt. Le fait aussi de dégrader la forêt, donc une forêt qui est gérée de manière non responsable, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les essences précieuses, ça veut dire que cette forêt elle aura beaucoup plus de mal à trouver une valeur commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, on va certainement la raser pour mettre après soit une plantation d'eucalyptus qui pourra avoir une vraie valeur commerciale, soit du soja, soit de l'huile de palme. Donc même si l'exploitation forestière n'est pas forcément toujours synonyme de déforestation, ça participe à une mécanique de dégradation et de déforestation. Typiquement, en Amazonie, on a des personnes qui achètent des parcelles, qui vont exploiter le bois précieux, qui vont l'envoyer sur les marchés européens, en parquet, en meubles, etc. On va avoir ce qui reste, qui va être transformé en charbon de bois, qui va servir directement au Brésil à alimenter l'industrie de la sidérurgie, puisqu'on utilise le charbon de bois pour réduire le fer et en faire de l'acier ou de la fonte. Puis après, on va mettre de l'élevage qui va finir de nettoyer le terrain, puis on mettra du soja. Donc finalement, en fait, on ne peut pas isoler un facteur, mais on a des dynamiques. Donc la dynamique au Brésil, elle est différente selon les différentes zones du monde. L'élevage et l'agriculture, c'est 80% de la déforestation. Donc c'est vrai que c'est là que se situe l'enjeu. Par contre, encore une fois, on doit intégrer cet aspect élevage et agriculture dans une dynamique dans laquelle le commerce du bois a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi est-ce qu'il faut préserver les forêts? Alors déjà, parce que c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre. Bon, là, c'est estimé à la foresterie à 17% à peu près. Bon, les chiffres varient entre 13 et on va dire 17%, qui est le plus haut. Mais en tout cas, tout ce qui est déforestation, c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre devant l'énergie et devant l'industrie. Enfin, derrière l'énergie et l'industrie, excusez-moi. Donc là, maintenant, si on veut combattre le changement climatique, on a tout intérêt à avoir des forêts qui soient bien gérées pour permettre justement de limiter ces émissions de CO2. On a aussi une érosion des sols. Quand on commence à couper la forêt, on a des sols qui sont à nu et ça favorise l'érosion. C'est extrêmement important parce que le sol, c'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Il faut des milliers, des dizaines de milliers d'années pour renouveler un sol. Une fois qu'on a perdu le sol, on ne peut plus le régénérer à l'échelle de temps humaine. Et là, actuellement, on perd énormément de sol. Donc ça veut dire qu'on perd notre capacité à nous nourrir demain. Et ça, c'est extrêmement important de voir que les forêts ont aussi un rôle pour retenir les sols. Ça modifie le cycle de l'eau. Donc ça, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'au Brésil, on a des planteurs de soja qui déforestent, qui vont planter du soja. En coupant la forêt, ils vont finalement modifier le cycle de l'eau, puisque la forêt, justement, crée son propre cycle de l'eau.
En faisant ça, évidemment, ils vont avoir des sécheresses et moins de rendement. Donc, conserver de la forêt, c'est aussi important, ne serait-ce que d'un point de vue rendement agricole. Perte de biodiversité, donc bon, ça je pense que vous avez tous vu les différents rapports. On a actuellement énormément de perte de biodiversité. Alors ça peut paraître comme ça un peu anecdotique, c'est quand même au cœur des préoccupations. Si on n'a plus de biodiversité, fort probable que l'espèce humaine ne puisse pas survivre. On a besoin de la biodiversité et des services que nous rendent les écosystèmes pour survivre. Et puis on a la disparition des populations locales et des populations qui vivent de la forêt. On estime qu'il y a 1 milliard de personnes qui vivent dans et par la forêt. Et ça veut dire que c'est des personnes qui vont aller grossir les bidonvilles, qui vont dépendre après des systèmes, on va dire, agronomiques traditionnels pour les nourrir, alors qu'eux se nourrissent très bien dans les forêts, ils vivent très bien dans les forêts. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc ça, c'est le contexte. Finalement, comment acheter du bois responsable? Parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Je serais tenté de dire qu'il y a plusieurs solutions. Je pense qu'il y a la question de comment acheter du bois responsable et comment lutter contre la déforestation. Alors les deux sont liés évidemment, mais c'est quand même un petit peu différent. On peut acheter du bois responsable, je pense qu'on peut aussi aller plus loin et on peut aussi lutter contre la déforestation de manière active en intégrant justement le secteur du bois. Et ça, c'est des choses qui sont quand même réfléchies maintenant de plus en plus, en tout cas à l'échelle française ou européenne. C'est comment est-ce qu'on peut intégrer les engagements qui sont pris par des entreprises qui sont dans le secteur du bois avec d'autres entreprises ou d'autres secteurs, comme par exemple celui de l'huile de palme, celui du soja, etc. On a finalement des dynamiques au niveau des paysages qui prennent en compte tous ces facteurs. Sans rentrer trop dans les détails, comment acheter du bois responsable? Nous, au TFT, on travaille beaucoup sur un système qu'on appelle le système VTTV, qui permet d'engager la transformation. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le premier V, c'est les valeurs, ça part de l'engagement d'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Le deuxième T, c'est la transparence. Ça, pour être sûr que vos valeurs, ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas dans une entreprise, ça soit bien appliqué, il faut que vous ayez de la transparence, une transparence totale. Et puis après, vous pouvez travailler sur la transformation. Donc une fois que vous avez repéré des choses dans justement votre chaîne de valeurs qui ne sont pas conformes à vous, ce que vous voulez comme dans votre chaîne, là vous pouvez commencer à transformer. Et le dernier V qui est très important, c'est la vérification. Comment est-ce que vous vérifiez l'ensemble de tous ces engagements. Donc ce système VTTV, c'est la philosophie pour nous de la transformation. Il y a certains domaines qui vont être couverts par exemple les certifications, donc, qui vont couvrir par exemple l'aspect transformation, vérification, ou voire même peut-être valeur. Donc il y a parfois des pans de ce système qui vont être couverts par une certification ou tel modèle, mais au final ça reste le même, la dynamique reste la même. Il faut que vous ayez un engagement, il faut que vous ayez des valeurs, il faut que vous ayez de la transparence dans vos chaînes d'approvisionnement pour pouvoir avoir de la transformation. Et il faut évidemment la vérifier. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vais venir sur les outils. Justement, c'était le contexte et au final, ce qui permet de transformer un secteur. Donc, je veux juste préciser que ce système-là, il marche sur le bois, mais il marche finalement sur énormément de différentes matières premières. Il marche sur l'huile de palme, il marche sur le soja, il marche sur... On peut finalement l'appliquer, et nous c'est ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a commencé sur le bois tropical, et on travaille maintenant avec une quinzaine de différentes matières. Première, c'est tout simplement parce que c'est un système qui est assez transformateur. Alors ça ne marche pas toujours, et surtout des fois l'aspect vérification qui est clé mériterait justement d'être bien réfléchi. Il y a justement des nouveaux systèmes qui permettent de vérifier, mais ça permet quand même de créer un cercle vertueux, une dynamique vertueuse. Alors les outils. Alors les outils, il y en a plusieurs, mais le premier pour moi c'est la transparence. La transparence des approvisionnements, finalement, et l'engagement de la chaîne d'approvisionnement pour mettre en place un système de suivi robuste. Je vous prends juste l'exemple de ce qu'on a fait avec Maison du Monde en Inde. Donc avec Maison du Monde, ils ont fait un petit film sur les traces du chicham.
Le shisham, c'est du bois de rose qui est cultivé en Inde, et c'est un bois qui est cultivé, alors il y a des forêts de shisham qui sont protégées, et il y a du shisham qui est planté en bordure de champ. L'idée, c'était de mettre en place un système de traçabilité, donc avec la scierie, avec les usines de transformation, avec les sous-traitants, parce qu'en Inde, ça se fait quand même assez souvent, pour pouvoir retracer jusqu'à l'origine, et après on communique avec un QR code. Donc, quand vous allez dans un magasin Maison du Monde, sur les produits en bois, manguier, shisham, acacia aussi je crois, vous pouvez flasher le QR code et ça vous donne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc exactement par où sont passés, et ça c'est des choses qui sont faites à chaque embarquement. Ça c'est un système qui est finalement assez robuste, peut-être un peu lourd à appliquer, mais dans des pays comme l'Inde où finalement les certifications ne sont pas encore arrivées, et puis même si, enfin, là il y a beaucoup d'Indiens, d'usines indiennes qui sont certifiées COC, mais qui n'ont pas, enfin, pour avoir été souvent en Inde, ils n'ont pas les standards pour réussir à traiter justement, à bien ségréguer les bois, etc. C'est des systèmes qui sont intéressants, parce que ça permet de vraiment réussir à garantir que le bois provient de sources qui ne sont pas issues de la déforestation, qui sont bien gérées, qui sont légales et qui sont traçables. Donc je pense que là, et ça, bon, ça c'est un exemple de transparence, mais ça peut être, c'est vraiment la clé d'entrée pour commencer à travailler sur vos approvisionnements. C'est vraiment engager de la transparence et engager vos fournisseurs. Alors évidemment, souvent on nous dit oui, mais alors nous on fait juste des petits volumes, on ne peut pas forcément. C'est vrai, je pense que chacun doit réussir à engager à son niveau, mais c'est très intéressant de commencer à discuter avec vos fournisseurs, leur demander vraiment ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont vraiment toutes les origines, creuser finalement, creuser un maximum. Donc ce système VTTV, enfin, la transparence, j'ai tenté de dire, dans ce système VTTV, c'est vraiment, alors évidemment il y a des valeurs, mais en général les valeurs sont plutôt assez bien définies et implicites, mais ce système cette transparence, c'est la base. Après, il y a d'autres outils qui sont les certifications. Je pense que c'est aussi quelque chose là que vous connaissez beaucoup plus. Sur le bois, encore une fois, ces certifications, elles vont prendre une partie toute ou partie de ce système. Il y a certaines parties sur lesquelles elles vont être plutôt robustes, il y en a d'autres sur lesquelles ça va être un petit peu moins bien. Il y a plusieurs niveaux sur les certifications. Ça peut être sur les FSC, ça peut être du mix food, ça peut être du 100%. En fonction de ça, on peut se dire que l'aspect transparence est plus ou moins bien défini, mais elles ont le mérite d'exister. Il y a deux grandes certifications, enfin, je pense que je ne vous apprends rien là-dessus, le FSC et le PEFC. À peu près 186 millions d'hectares sur le FSC, 270 millions d'hectares sur le PEFC. Ça représente donc du coup un peu plus de 10% de l'ensemble des forêts qui sont certifiées, de l'ensemble des forêts dans le monde, et elles sont plutôt en expansion. Donc là on voit la répartition sur les deux standards, entre l'Europe, l'Amérique du Nord, et puis après on va dire les zones plus tropicales. On se rend compte que ce soit le FSC ou le PEFC, c'est principalement l'Amérique du Nord et l'Europe qui sont certifiés. Un peu plus sur le PEFC, puisque le PEFC au départ c'était une certification qui était centrée sur tout ce qui était forêt tempérée boréale, puisque le PEFC c'était pas European Forest Council avant de devenir le programme de reconnaissance des autres certifications. Donc c'est normal qu'on ait finalement un focus un petit peu plus important du PEFC sur les zones Europe et Amérique du Nord. Donc deux initiatives, bon, je vais passer rapidement, il y en a une qui a été créée en 93, une en 99. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux initiatives. Je pense que les deux grosses différences, c'est que déjà le FSC est beaucoup plus soutenu par les ONG. Alors même si Greenpeace s'est retiré récemment du FSC international, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus quelque chose qui est... c'est une initiative des ONG, le FSC. Donc en général, quand on parle à des gens comme Greenpeace, ils ne considèrent même pas le PEFC, ils sont plutôt sur le FSC. Le PEFC était plus une initiative qui vient de l'industrie. Et puis la deuxième différence, mais qui tend à se réduire actuellement, c'est que le FSC a des principes et critères qui sont déclinés après au niveau des pays, alors que le PEFC reconnaît des schémas existants dans chaque pays. Donc ça c'est, je
ne reviens pas trop là-dessus, mais ça vous montre la carte de la répartition sur le FSC de ce qui est certifié. Donc, voilà, plus c'est foncé, plus il y a de certifiés. Et c'est la même chose sur le PEFC. Quand on met les deux cartes juste en parallèle, rapidement, on voit quand même que le FSC a plus de sources et plus diversifié que le PEFC, surtout sur les zones tropicales. Je passe sur le FSC rapidement. Bon, simplement savoir que il y a des vérifications justement de manière indépendante du FSC. Même chose sur le PEFC. Bon, ça n'est pas grand-chose. Quand on compare les deux approches, finalement, donc, le FSC c'est considéré comme le standard le plus robuste et le plus strict, soutenu par des ONG, mais les volumes sont plus limités et les coûts sont aussi importants pour les petits producteurs. Le PEFC, soutenu par l'industrie, les plus grandes surfaces forestières, l'accès est plus simple pour les petits producteurs, mais il est souvent critiqué par les ONG. Dès qu'il y a finalement une certification sur le bois à aller attaquer, en général, ça se focalise sur le PEFC. On a eu un cache d'investigation sur le PEFC il y a quelques temps en France qui justement dénonçait beaucoup le PEFC et pas le FSC. Ceci dit, actuellement en Allemagne, le FSC a eu beaucoup de reportages à charge pour des certifications soit en Roumanie, soit en Ukraine, qui étaient complètement fantaisistes. Donc actuellement, je serais tenté de dire sur les deux approches, il y a quand même, et c'est commun aux deux, il y a quand même une remise en question des systèmes de vérification des deux approches, en particulier sur le système de Chain of Custody, le système de COC. Les avantages de la certification, ben, c'est compréhensible, ça permet de couvrir beaucoup d'aspects, c'est audité par une tierce partie indépendante, ça c'est quand même très important. C'est une approche multipartite avec des rapports publics accessibles à tous et puis un prix premium pour les exploitants. Ça peut apporter des garanties quant aux bonnes pratiques sur le terrain. Mais il y a des limites. La limite, c'est la faiblesse du COC, la chaîne de contrôle. Donc ça, c'est vrai que PEFC était assez coutumier du fait, mais le FSC, ça lui reste. Enfin, on se rend compte que dans les pays à fort taux de corruption, finalement, les garanties que amènent les chaînes de contrôle peuvent être parfois assez limites. Donc je sais que ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas prendre des certifications, ça veut dire qu'il faut justement peut-être creuser cet aspect de transparence en plus justement de la certification. C'est un état de fait. Ce qui est important aussi de voir, c'est que maintenant, longtemps il y a eu une sorte de... on savait que le COC, ça ne marchait pas comme ça devait marcher, et les principales ONG, dont les ONG activistes, continuaient de le couvrir en disant non, mais il faut continuer parce que c'est la seule solution. Récemment, le fait que Greenpeace se retire du FSC international, ça envoie quand même un signal assez fort sur le fait qu'il faille travailler sur plus de robustesse de ce COC. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le FSC y travaille. Après, il faudra voir ce que ça donne vraiment dans le temps, mais il y a quand même une prise de conscience. La couverture mondiale est limitée, c'est un peu plus de 10% des forêts qui sont certifiées. C'est vrai que c'est quand même relativement limité en termes de supply. Il y a un prix premium pour les fabricants et donc pour les consommateurs. C'est excluant pour les petits producteurs. Donc ça, il faut savoir que les lourdeurs administratives, le fait que justement il faille beaucoup de paperasse, et ça peut limiter l'accès à la certification pour les petits producteurs. Ce n'est pas quelque chose qui est limité au bois. On voit ça dans toutes les certifications sur tous les secteurs, que ce soit l'huile de palme, le soja, le cacao. Finalement, ça favorise plutôt les gros et ça laisse de côté les petits producteurs. Or, sur certains sujets, la déforestation vient plutôt des petits producteurs maintenant que des grandes plantations, qui sont plus contrôlées. Voilà, et puis il y a des approches qui peuvent être compliquées, source de confusion, il y a plusieurs différents niveaux de certification. C'est pas toujours facile de s'y reconnaître avec le mix sources, etc. Ça c'était pour les certifications. Petit schéma BTTV que je vous ai
présenté juste avant, un aspect essentiel actuellement pour arrêter la déforestation, c'est la vérification. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté quand on a beaucoup travaillé sur l'huile de palme. On a des engagements très forts d'entreprises, mais au final, on n'arrive pas à arrêter la déforestation parce qu'il y a certainement des manquements au niveau de la vérification. Pas que, il y a d'autres facteurs qui rentrent aussi en compte. Je parlais des approches paysage où on pouvait justement avoir plusieurs types de commodités qui rentraient en compte, mais définitivement la vérification, les façons dont on vérifie les engagements, on a besoin de les faire évoluer et on a besoin d'avoir plus d'innovation dans ces vérifications. Les audits qu'on connaissait, style Bureau Veritas, mais qui rejoignent finalement aux audits sur du FSC ou sur du PEFC, c'est des choses qui sont intéressantes, mais qui doivent être complétées avec d'autres choses qui sont des choses potentiellement plus innovantes. Si tu permets, Fabien, là, une petite remarque aussi sur le fait que la technologie s'invite aussi dans les systèmes de vérification. Nous, on travaille beaucoup avec des étudiants des écoles, des universités ou des écoles d'ingénieurs ou polytechniques. Et on se rend compte en fait qu'il y a des solutions simples qui existent et qui émanent en fait j'allais dire, il y a tout un pan générationnel qui est vraiment prêt maintenant aussi à contribuer à cet effort, à cet engagement-là. On a développé deux outils, celui avec l'oiseau qui s'appelle Starling, qui est on a créé ici un partenariat avec Airbus, où on va monitorer toutes les sols et les forêts sur des communautés spécifiques. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir évaluer en temps réel en fait, le niveau du couvert végétal et de savoir exactement ce qu'il en est. Mais ça ne suffit pas non plus, il faut aussi que la source de l'information d'enseignement provienne des communautés et des sols. Nous, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. On a fait, depuis ces 20 dernières années, on a fait essentiellement un travail de terrain. Alors on était très peu dans les bureaux, j'étais très peu dans les grandes institutions de certification parce que justement on a passé notre temps, comme on dit, boots on the ground, et à interagir avec les communautés. Et ce dont on se rendait compte, c'est que très rarement la voix ou les messages qu'elle voulait amener aux exploitants, voire même aux consommateurs, arrivaient jusqu'à eux. Parfois, certaines grandes organisations ONG, certains activistes ou pas, reprenaient certaines des doléances et les amenaient au niveau médiatique, de sorte à ce que ça soit sous forme de messages impactants et que ça fasse réagir la population. Mais il y a besoin vraiment, réellement aussi, d'aller auprès de ces communautés-là et de prendre la température au sol, comme ça, le baromètre social. On a créé aussi pour ça une technologie, une plateforme où on va recueillir de manière anonymisée ces doléances, ces plaintes, tous ces problèmes liés à leurs conditions sociales et qu'on va faire remonter ensuite plus haut. Et je rebondis peut-être aussi sur ça pour dire que la certification, enfin, le label, le tampon, c'est une chose. Il y a une certification qui est beaucoup plus... qui me touche davantage et qui s'habite, je dirais, presque à la maison tous les jours. Récemment, je suis tombé sur une campagne de Greenpeace. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Elle s'appelle An Orang-Utan in My Bedroom. Je vous laisserai la voir. Je vois qu'il y a quelques sourires qui s'affichent. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve dans sa chambre à coucher avec un orang-outan, lequel met cette chambre sans dessus-dessous. Et puis, elle lui reproche, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, moi, il y a des humains qui sont dans ma chambre, dans ma forêt en l'occurrence, et qui mettent tous en dessus-dessous. C'est commenté par Emma Thompson, la voix magnifique de cette actrice, avec un message extrêmement bien léché, des images qui sont très touchantes, très simples, mais extrêmement efficaces. Et j'ai montré ça à mes enfants. En l'occurrence, j'en ai 5 et j'aurais montré ça, je leur ai dit, sans leur donner contexte, je dis, mais
Dites-moi ce que vous en pensez. Il regarde le petit film qui dure 3 minutes. Ma petite Camille elle se tourne vers moi avec les yeux un peu mouillés. Et puis à la fin de la vidéo, j'ai un troisième qui me dit Papa, on n'a pas d'huile de palme chez moi. Et là, j'ouvre un placard et je dis écoute, là il y en a, là il y en a, là il y en a. D'accord, mais on ne peut pas garder ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le Nutella? Vous êtes d'accord avec ça? On le bannit? Il se concerne, il se regarde un petit moment. Bah ouais, papa, ouais, on va l'enlever parce que non, moi on ne veut pas contribuer à ça. Et de fait, on l'a enlevé. Donc on a aussi cette certification-là qui arrive. Et j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes dans les écoles en innovation. Et je vous assure qu'il y a vraiment, comme je disais, tout un pan générationnel qui veut transformer les choses. Et ça commence dans nos chaumières et avec le plus petit de nos enfants. Je ne sais pas si je voulais rajouter des choses par rapport à ça. C'est super. Non, mais je pense qu'en tout cas, ça montre que effectivement, je pense que les nouvelles générations sont plutôt maintenant averties. Je pense aussi, je reviens sur la vérification, je pense qu'il y a tellement de moyens innovants de vérifier. Enfin, là, on est sur la terre, mais il y a plein de choses qui existent au niveau maritime, il y a plein de choses qui existent au niveau satellite, on a des téléphones portables. Enfin, il y a tellement de choses à inventer pour vérifier que finalement, la vérification de demain, ça sera justement, je pense, un mix de tout ça. Il y aura toujours les audits classiques, mais il y aura beaucoup d'autres choses. Un des problèmes que je vois, enfin un des problèmes que je vois dans la certification, c'est que souvent on ne cherche pas à aller innover. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est établi, on a un tampon, c'est bien, tout le monde est content. Nous, on travaille beaucoup avec la distribution en France, on sait que voilà, c'est très bien, c'est certifié, pendant très longtemps on a eu ça. Et puis un jour, on a quelqu'un qui fait un reportage sur justement le VFSC, le PFC, que sais-je, et qui se rend compte que finalement tous les documents qui sont vérifiés, c'est juste des faux, et qu'il faut tout reprendre à zéro. Là, je pense que ça, c'est en train de changer. La mentalité justement des certifications est en train de changer parce que il y a beaucoup plus maintenant de challenge de la part des ONG qui les ont soutenus, qui les soutiennent encore, mais qui leur disent qu'il faut intégrer maintenant des moyens innovants de vérification. Un inspecteur qui va aller valider des milliers d'hectares de plantations d'huile de palme ou de forêt, c'est juste pas réaliste. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut qu'on puisse coupler ça avec de l'imagerie satellite, avec du feedback d'ONG locales, avec plein de choses. Ça peut être des applications, il y a tellement maintenant finalement d'informations à disposition qu'on peut vraiment réussir à trouver quelque chose qui marche. Donc ça, je pense que, encore une fois, les certifications ont vraiment leur utilité. À un moment, elles étaient très utiles puisqu'elles ont permis une prise de conscience et elles ont permis aux choses d'avancer. Elles sont encore extrêmement utiles, mais elles doivent s'inscrire dans finalement un système peut-être un petit peu plus vaste où il y a aussi une part de challenge sur la façon dont elles sont mises en œuvre. Et c'est ça qui va leur permettre de progresser. C'est ce qui se passe actuellement sur l'Ukraine, par exemple, ou la Roumanie avec le FSC. Si je dois résumer sur quelque chose d'un peu plus opérationnel, finalement, il faut prendre des engagements. Comment est-ce qu'on arrive à avoir... comment est-ce qu'on arrive à changer finalement un secteur? C'est en prenant des engagements et en les communiquant. Et puis les inscrire dans des chartes, dans des politiques d'entreprise, vraiment nommément. C'est comme ça que aussi vos employés, vous-même vous engagez et vous avez un commitment qui est vraiment clairement établi. Comprendre avec ses fournisseurs, mais c'est avec, et pas contre, justement d'où vient le bois ou la matière première utilisée. Ça, je pense que c'est important d'avoir ce partenariat, parce que si vous allez presser vos fournisseurs, ils vont vous faire des réponses de principe. Ce qu'il faut, c'est réussir à leur créer cet espace, on va dire, safe space, cet espace où ils vont dire, ok, on peut essayer de résoudre les problèmes entre nous, parce que moi, en tant que fournisseur, je sais que finalement, là, j'achète du bois certifié ou légal, mais je sais qu'il y a peu de chances pour que ça le soit. Mais j'ai pas envie de le dire à mon client, parce que si je le dis à mon client, il va aller chercher du bois chez quelqu'un d'autre. Donc ça, ce qui est important, c'est que vous réussissiez à créer cette confiance aussi avec vos fournisseurs, vous avez peut-être déjà,
pour aller creuser un petit peu plus et dire on va travailler ensemble pour améliorer les choses. Et dans ça, l'outil fourni par la Fondation Albert de Monaco est vraiment très efficient, je trouve. Alors, bon, l'analyse des risques environnementaux et sociaux, une fois que vous avez compris d'où ça provient, ça je pense que c'est quelque chose d'assez... voilà. Travailler à l'amélioration et l'atténuation des risques, ça peut se faire via des certifications quand elles sont crédibles et robustes, et ça va dépendre beaucoup de la certification et de la zone géographique considérée. Ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être aussi savoir exactement le cas de ce qui s'est passé avec Maison du Monde en Inde. Évidemment, il faut vraiment mettre en place quelque chose, mais ça peut se faire de manière mutualisée. Mais il n'y a pas de Shisham, il n'y a pas de manguier certifié FSC en Inde. Par contre, il y a tout à fait possibilité de réussir à prouver que ces bois ne proviennent pas de déforestation. C'est des arbres qui sont plantés en bord de champ, il suffit de réussir à retracer jusqu'au champ et de savoir que ça ne provient pas de telle ou telle forêt. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vraiment réussir à développer. Et la dernière, je pense que c'est vraiment, c'est les prochaines années vraiment un gros enjeu, c'est la vérification de l'application de ces engagements. Et je crois qu'on a terminé notre présentation. Voilà. Alors déjà, remercier, si on peut applaudir. Je crois qu'on voulait garder ça assez simple, assez concis, mais surtout on voulait qu'une présentation fasse suite à surtout des questionnements. On a tous la chance, et vous avez la chance d'avoir des experts en face de vous. Donc si on a des questions sur justement l'engagement de notre entreprise, les conditions qu'on a, ne vous inquiétez pas monsieur H, je ne vous oublie pas. Et ben ça va être le moment de le partager. Et une des choses qu'on voulait avoir, c'est avoir une entreprise qui justement puisse partager son expérience de transformation. Et peut-être que ça va inspirer. Alors il faut prendre ça comme un exemple, pas comme un copier-coller de ce qu'est votre organisation et vos fonctionnements. Mais c'est pour ça qu'on a demandé à Monsieur H et à Monsieur Michaud de Graphic Service qui vont vous expliquer, mais qui sont passés à travers tout un processus de changement, notamment à travers les discussions qu'on a pu avoir avec eux, mais surtout de leur propre chef. Et donc je vais tendre le micro vers Stéphane et vers Monsieur H pour qu'ils puissent déjà partager leur expérience, et après on ouvrira à toute question avant de nous tourner sur l'autre salle, de bénéficier d'un verre ensemble, de partager aussi sur d'autres sujets, et de surtout remettre les prix des membres les plus méritants d'entre vous sur les 2 dernières années. Donc je vais laisser M. Michaud, M. H partager un petit peu leur expérience. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, suite à ça, à questionner nos experts ici présents. Bonsoir. Ça marche ? Oui, je m'entends. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, parce que j'avais peur que tout ce que vous nous avez dit là était un peu occulté. Parce que ça fait un moment que je vois les reportages sur le bois, la déforestation, tout ce qui se passe, et beaucoup d'anomalies, notamment sur les coupes sauvages, qui sont encore apparemment très très importantes. Donc je suis vraiment content de voir que vous ne fermez pas les yeux là-dessus, et j'espère que vous allez pouvoir trouver des solutions. Je voulais vous demander à vous-même, à votre organisme, quel est votre rôle dans toute cette organisation? Alors nous, longtemps, on est amené à la certification FSC. Donc quand on était Tropical Forest Trust, et même, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on a arrêté. Mais au départ, on était vraiment sur le travail d'accompagnement des forêts vers une certification FSC. Et on avait mis en place un système qu'on appelait WCS, c'était Wood Control System, qui était un système extrêmement robuste qui permettait vraiment de contrôler l'ensemble des différents secteurs. C'est un système qui prend beaucoup de ressources,
mais qui nous a permis de nous rendre compte que le système COC, les systèmes COC du FSC étaient trop légers pour vraiment être crédibles sur certaines zones. Alors voilà, il y a des zones sur lesquelles c'est... Donc là, actuellement, nous on accompagne finalement des entreprises ou des chaînes d'approvisionnement vers la responsabilisation. Ça peut être vers des engagements de certification, mais quand ils sont crédibles. Et sur certaines zones, par exemple l'Ukraine ou la Roumanie, on pense qu'il faut justement trouver d'autres solutions. Il faut avoir des systèmes plus robustes. Sur l'Inde, on sait que ça ne sert à rien d'aller pousser pour avoir du bois FSC sur certaines origines, parce qu'il n'y en aura pas, donc si on en a, ça ne sera certainement pas vraiment du bois FSC. Enfin, voilà, donc au final, ça va être, on va utiliser la certification comme un outil, et pas que. Je ne sais pas, du charbon de bois qui vient de France, et qui n'est pas certifié, mais qu'on peut retracer jusqu'aux forêts françaises, est-ce qu'il doit être mis sur le même niveau que du charbon de bois FSC qui provient d'Ukraine? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il a besoin d'une certification? Je ne suis pas sûr. Alors, la gestion forestière française peut être certainement améliorée, mais c'est ce genre finalement d'accompagnement qu'on fait en disant c'est peut-être pas la peine c'est peut-être pas la peine d'exclure tel producteur de charbon de bois parce qu'il a quand même des bonnes pratiques. A contrario, lui, il a une certification, mais c'est peut-être pas forcément... Enfin, ça nécessite d'aller creuser un petit peu plus. Donc c'est ce genre d'accompagnement qu'on fait. D'accord. Une question qui tue. Qui décide des coupes, des autorisations de coupe de la forêt? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, on perd tous les ans 4 millions d'hectares de forêt. On en coupe 8, on en replante 4. Donc il y en a 4 de perdus. Et ces 8 qu'on coupe, qui donne les autorisations et qui les distribue? En fait, ça dépend des pays, mais par exemple, si on a des pays comme l'Indonésie qui autorisent de raser la forêt pour mettre de l'huile de palme. On peut raser. On peut tout raser. On peut tout raser. Ouais. Quelle limite on va donner à ça un jour? Par exemple, il y a le Brésil qui limite entre 20 et 33%, je crois, la déforestation selon les États pour le soja. Ouais, en 2015, à la COP21, la Norvège a donné 100 millions de primes au Brésil parce que justement ils n'avaient pas déforesté. Dès qu'ils ont touché l'argent, ils ont déforesté à outrance. Donc, quel contrôle? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être approché ou vu de manière holistique. C'est-à-dire que c'est pas juste un État qui peut dire dénoncer une activité de déforestation et puis les contraindre ou donner des incentives, comme vous le citez. Il faut savoir aussi, par exemple, que dans certains pays d'Afrique, ceux qui vont déforester, ce sont les communautés locales et qui vont utiliser le charbon de bois pour leur consommation personnelle. Et là, on n'aura pas forcément le levier de l'entreprise ou le levier étatique. Donc c'est vraiment un problème complexe et il faut voir tous les parties prenantes et pas juste contraindre ou compenser. C'est une approche. Là, on a le sentiment, c'est qu'on ralentit la déforestation, mais on ne va pas aller vers une reforestation dans les années à venir, si je comprends bien, puisqu'on en perd tous les ans de plus en plus. Ce qui est perdu en forêt naturelle. En 2016, on a doublé la déforestation par rapport à entre 2012 et 2015. Doublé. Je pense que alors ce qui est perdu en forêt naturelle est perdu. Donc c'est régénérer une forêt naturelle, c'est extrêmement difficile. Donc les forêts primaires, mais même les forêts naturelles, remplacer ça par des plantations, finalement, ça ne sert pas à grand chose parce que si on fait de la monoculture d'acacia ou d'eucalyptus, on appauvrit les sols. C'est pas une forêt, en fait, c'est une plantation monoculturelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui marchent. Je prends par exemple le cas du Brésil sur le moratoire sur l'Amazonie, qui est entré au milieu des années vers 2005, 2006 je crois, je ne me souviens plus exactement, mais qui a vraiment ralenti la déforestation en Amazonie, liée au soja. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit que sous la pression de la société civile, justement,
une décision, ça peut permettre d'inverser les choses. Alors, la conséquence de ça, c'est que finalement, les planteurs de soja, ils n'ont pas déforesté l'Amazonie, ils sont allés déforester le Cerrado, qui est une savane arborée, qui est moins sexy que l'Amazonie, et qui est en réalité, il n'y a pas longtemps, qui est très belle aussi, qui est pleine de biodiversité. Donc il faut mettre des garde-fous, parce que je pense que sinon, on arrête de déforester un biome, on part sur un autre, mais on se rend compte quand même, qu'il y a des choses qui marchent. Et ça doit s'accompagner aussi d'une sensibilisation aussi des consommateurs, et notamment d'une sommarisation de la consommation. Et ça, de nouveau, les jeunes générations en ont un peu plus conscience que nous, mais c'est aussi nous qui avons ce levier-là, nous en tant que consommateurs de ces produits-là. Donc de nouveau, c'est une approche holistique qui doit s'opérer, et pas juste je crois qu'on m'a dit qu'on pouvait prendre encore une ou deux questions. Très bien. Une fois, deux fois. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.